Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Face aux besoins énergétiques croissants et afin de réduire les gaz à effet de serre, le gouvernement du Québec a choisi de positionner les énergies renouvelables telles que l'éolienne au cœur de sa stratégie de transition énergétique. Dans ce contexte, la MRC des Appalaches et la MRC de l'érable souhaitent unir leurs forces afin que leur communauté soit représentée et tire des bénéfices concrets des projets éoliens à l'étude sur le territoire. Nous souhaitons être proactifs et agir en tant que leader dans le développement des énergies renouvelables sur notre territoire, d'expliquer le préfet de la MRC de l'érable, M. Gilles Fortier. Les deux MRC veulent tirer profit de leur expérience passée et s'inspirer des bonnes pratiques afin d'être en meilleure position pour interagir avec d'éventuels promoteurs éoliens. L'option privilégiée actuellement est la création d'une entité collaborative inter-MRC dont le rôle sera de représenter les intérêts de leur communauté auprès des promoteurs. Comme le mentionne la préfète de la MRC des Appalaches, Mme Jacinthe Patry, nos territoires ont la particularité d'être situés dans le corridor de la chaîne de montagnes des Appalaches qui représente un haut potentiel éolien et une richesse collective. Madame Patry poursuit en affirmant « Nous sommes favorables aux énergies renouvelables dans le contexte actuel à condition que les projets proposés bénéficient réellement à notre communauté. Ce partenariat permettra de nous assurer que c'est le cas en mettant en place des conditions gagnantes et équitables pour le développement éolien local. » Ce type de collaboration, qui a déjà fait ses preuves ailleurs au Québec, offre aux deux MRC la possibilité d'accueillir et de bonifier les projets jugés favorables sur le territoire, en plus d'en devenir investisseurs conjoints, peu importe la municipalité hôte. Afin de diversifier les revenus municipaux limités, les retombées économiques de ces projets auront le potentiel de se transformer en projets concrets qui viendraient améliorer la qualité de vie des citoyens. M. Fortier a renchéri en mentionnant que plutôt que de réfléchir chaque projet à la pièce, un partenariat inter-MRC favoriserait une vision d'avenir réfléchie et durable du développement éolien dont les retombées seront bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Celle-ci aura ainsi son mot à dire, en plus de toucher des bénéfices financiers plus importants qu'avec les modèles précédents si de tels projets s'implantent sur le territoire des deux MRC. La création d'un tel partenariat est également recommandée par la Fédération québécoise des municipalités qui accompagne les MRC dans ce projet.
La prochaine étape de cette démarche de collaboration sera l'adoption au cours des prochaines semaines de résolutions en appui au partenariat inter-MRC par les municipalités de la MRC des Appalaches et de la MRC de l'Érable. Des rencontres de travail entre les deux MRC seront par la suite organisées afin d'établir les paramètres de cette collaboration. Des occasions d'échange seront également prévues avec les parties prenantes concernées par le développement éolien du territoire ainsi qu'avec les citoyens. Le contexte éolien évoluant rapidement, les MRC des Appalaches et de l'Érable s'engagent à communiquer les avancées dans ce dossier à leur population. Pour toute demande d'information, on peut s'adresser à Mme Gina Turgeon, directrice de l'aménagement et de l'environnement à la MRC des Appalaches, ou à M. Ézéchiel Simoneau, conseiller en développement durable à la MRC de l'Érable. La table régionale des élus de Chaudière-Appalaches, connue sous l'acronyme TREMCA, décrit la récente décision du gouvernement du Québec qui vient de saboter le projet de troisième lien. La visite de la ministre des Transports et de la Mobilité durable dans la MRC des Appalaches n'a rassuré personne selon TREMCA. L'abandon du lien autoroutier aura un impact sur le développement de la région Chaudière-Appalaches et sur la qualité de vie des citoyens. Selon le président, M. Marc-Alexandre Brousseau, les élus de notre région sont outrés de cette promesse brisée, alors que personne ne croit à un tunnel uniquement dédié au transport collectif. Le gouvernement ne reconnaît pas la forte croissance démographique sur la rive sud et les risques reliés à l'état des ponts dans une perspective à moyen et long terme, de souligner le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau. Selon les élus de Chaudière-Appalaches, le gouvernement a la responsabilité d'occupation du territoire et l'argent public doit être disponible pour améliorer le sort de tous les Québécois, y compris à l'extérieur des grands centres, car il est faux de croire que tous veulent habiter au centre-ville de Québec ou de Montréal. Les élus estiment que le prétexte de l'étalement urbain, qui est largement mis de l'avant, est fallacieux dans ce cas-ci. Il n'y aura pas moins d'étalement en coupant le troisième lien avec la rive sud. Le gouvernement ne fait que favoriser l'étalement sur la rive nord, phénomène qui ne peut être renié. Le projet dont il est question vise à relier la rive sud et la rive nord. Il ne peut être réduit à un simple lien entre les centres-villes de Québec et de Lévis, comme on l'entend abondamment. Les élus de Chaudière-Appalaches poursuivent « Nous ne sommes pas dupes. Réduire le projet à un tunnel pour du transport collectif n'est qu'une première étape pour tuer le projet, car l'achalandage ne justifiera jamais un tel investissement. Nous sentons l'appui de notre ministre régional et nous en appelons à tous les élus de la CAQ en Chaudière-Appalaches à persister et à s'aligner sur les priorités que les municipalités de leur région établissent. Il en va du respect de leurs promesses électorales. Afin d'améliorer la sécurité des usagers et le confort de roulement, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulain, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, est heureux de souligner le début des travaux de reconstruction de la route 108 entre Saint-Évariste et Courcelles. Les investissements gouvernementaux s'élèvent à 9 200 000 $ et les travaux seront réalisés par Excavation Gagnon
et Frères. Il consiste principalement en la reconstruction complète de la route 108 sur 4 km, ainsi que la reconstruction de 10 ponceaux sur ce même tronçon. Les travaux auront lieu au cours de la saison estivale. Ces projets font partie de la liste des projets annoncés le 3 avril dernier dans le cadre des investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires de la région Chaudière-Appalaches 2023-2025. Encore une fois, le rattrapage routier se poursuit dans Beau-Sud grâce aux investissements massifs de notre région pour la région. La 108 entre Saint-Évariste et Courcelles est un axe fort important en direction de l'Estrie. Il fallait attacher toutes les ficelles pour ce sentier majeur qui va améliorer considérablement les transports de nos concitoyens, notamment du trafic lourd et des autobus scolaires. La patience sera de mise, mais les résultats seront plus que notable de mentionner M. Samuel Poulain, député de Beauce-Sud. Le service d'entraide du Cégep de Thetford vient de connaître une année record pour sa vente de livres usagés qui se tenait du 3 au 6 mai dernier. C'est avec plus de 5 500 $ amassés et 2 761 livres vendus que s'est conclue cette édition couronnée de succès. Pour la deuxième fois, la vente s'est tenue à la salle Promutuelle Assurance du Cégep, ce qui a permis au comité de mettre à la disposition des visiteurs un plus grand nombre de volumes. Une décision bénéfique qui sera assurément reconduite dans les prochaines années. Nous sommes extrêmement ravis du succès qu'a connu notre vente de livres ce printemps. Les gens ont répondu à l'appel en grand nombre et grâce à leur participation, nous avons pu vendre presque 50% plus de livres que cet automne. Il s'agit d'un record jusqu'à maintenant. Merci à la population de nous avoir apporté un grand nombre d'ouvrages que l'on a pu mettre en vente. Par la suite, cette contribution a fait toute la différence puisque ça nous a permis d'avoir une variété intéressante à offrir aux gens qui reviennent nous voir chaque année, de mentionner Carl Rousseau, responsable du service d'entraide du Cégep. Le comité tient également à remercier les nombreux bénévoles sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Les revenus de la vente serviront exclusivement à combler certains besoins pour les étudiants en difficulté financière durant l'année scolaire, soit les frais d'inscription, les demandes en nourriture et l'achat de volumes scolaires. Chaque année, plusieurs étudiants bénéficient de cette aide et soulignent que sans ce soutien, ils auraient de la difficulté à terminer leurs études. Nous faisons une brève pause et nous recevons dans quelques instants Mme Carole Duguay qui va nous entretenir du programme des impôts par les bénévoles. Alors, comme prévu, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Carole Duguay, qui est responsable du programme en question. Je vous mentionne que Mme Duguay va nous préciser exactement le nom du programme. Oui, le programme, c'est le PCBMI, c'est le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Et si je vous demandais en quoi consiste ce programme-là? Ce programme, c'est sûr que c'est pour la population de la MRC des Appalaches. Ce programme aide les gens qui sont moins bien nantis et qui ont un seuil de revenus moins de 45 000. Je vous donnerai les détails tout à l'heure, là, mais okay. ça va à toute la population, mais selon le seuil de revenus des gens. Alors, pour l'instant, c'est terminé pour 2022. Oui. Alors,
Est-ce que vous avez un bilan positif? Oui, j'ai un bilan très positif encore cette année. Le résultat, dans le fond, c'est les impôts qu'on a fait en 2023, mais pour les impôts de 2022. OK? Cette année, j'ai 17 bénévoles qui ont travaillé au service d'aide en impôts pour 1377 heures de bénévolat. Si on regarde ça, à base de salaire aujourd'hui, c'est un joli montant qu'un organisme ne pourrait pas payer dans le fond, mais c'est du bénévolat. Ça s'appelle fait par les bénévoles, OK? Cette année, il y a 8 bénévoles qui faisaient des impôts. Donc, ces bénévoles-là, au départ, ils sont inscrits au gouvernement du Québec. Ils sont inscrits, puis ils acceptent la confidentialité aussi. Puis il y a aussi des antécédents judiciaires qui sont faits aux 3 ans de ces personnes-là. OK. Et je m'excuse, ils reçoivent une formation? Oui, oui. Au début de l'année, on a des formations par Zoom, des nouveautés, puis de chaque catégorie, soit sur les aînés, sur le crédit de solidarité, pour les enfants, là, les frais de garde. On a à chaque année, on a des formations. OK. Ouais. Je vous laisse poursuivre. Oui, aussi. Ces 8 bénévoles-là, on a fait 1313 impôts. Ça veut dire au fédéral et au provincial. OK? J'ai aussi 8 autres bénévoles qui, eux autres, ils s'occupent de la distribution. Parce qu'après les avoir faits, ces impôts-là, il faut les distribuer parce que nous, c'est sur rendez-vous. Tout est sur rendez-vous. J'ai 16 journées de distribution qui ont été faites par ces 8 bénévoles-là à Thetford. Puis j'ai 6 distributions qui ont été faites à Disraeli, parce qu'on a aussi un point de service à Disraeli pour les gens de ce secteur. J'ai 1038 distributions qui ont été faites ici à Thetford. Fait que c'est à peu près 80 par journée, là. Ça dépend des journées, moins et plus. Puis à Disraeli, on a fait 184 distributions. Quand vous faites la distribution, est-ce que vous donnez des explications sur le rapport d'impôt? Oui, parce qu'on fournit toujours un sommaire. On fait une copie de l'impôt provincial et fédéral qu'on remet aux gens. Puis aussi, on a un sommaire qui explique là, combien il va y avoir de TPS, combien il va y avoir de solidarité, combien il retire ou il paie d'impôts au fédéral et au provincial. C'est très bien expliqué sur ce sommaire-là. OK. Si les gens ont besoin d'informations supplémentaires, ils leur donnent mon numéro de téléphone. On a un bureau ici, là, au centre communautaire, puis on répond aux questions. On vient de parler du centre communautaire. Ce programme-là est sous la responsabilité. Oui, sous la responsabilité de la Corporation du développement communautaire des Appalaches. OK. C'est eux autres qui chapeautent le programme. Parce qu'une personne seule ne peut pas faire ça. Il faut que ce soit chapeauté par un organisme. OK. En termes de statistiques, est-ce que c'est complet ou... Je voulais dire aussi qu'on on couvre toute la MRC, mais aussi on fait de la distribution ici, mais on fait aussi de la distribution comme au Manoir Frontenac. On donne le service, on va chercher les impôts, on les retourne aussi aux gens au Manoir Frontenac. On va à la Villa Saint-Maurice, on va au HLM ici, Saint-Alphonse, on leur donne ce service-là. Le Havre aussi donne le service à ses membres. J'ai une personne bénévole qui fait des impôts spécifiquement pour sa catégorie de gens-là. Okay. C'est sûr qu'on pourrait en faire éventuellement, on veut en faire encore plus, donner plus de services aux gens, mais ça demande encore plus de bénévoles, puis ça demande aussi une organisation parce que ça se fait pas tout seul, ces distributions-là. Hein. C'est ça. Ouais. Ça fait combien de temps que ce programme-là est offert ici? Bien, à la Corpo, ça fait 12 ans. Mais auparavant, ça a déjà existé au Havre et à la CEF. Ça fait au-dessus de 15 ans. Plus que ça, même parce que Carole Vachon me disait qu'elle avait 22 ans, elle, de fait dans le programme. OK. Alors, ça fait beaucoup d'impôts, beaucoup d'heures de bénévolat. Beaucoup d'heures de bénévolat, oui. Il y a des critères, je présume. Oui, il y a des critères. Je vais peut-être commencer par vous expliquer un peu. Les gens, ils pensent que on fait l'impôt, on a un programme, puis c'est vite fait, mais il y a toute une procédure, là, parce que nous, chaque personne vient porter leur impôt dans le bac brun qu'il y a ici à l'extérieur. OK. Après, il y a un téléphone est fait à chaque personne
pour lui remplir une fiche personnelle avec qu'on a toutes les informations des gens, OK? L'impôt est fait avec le logiciel Impôt Expert que le gouvernement nous fournit. Ensuite, chaque impôt est vérifié par des bénévoles, OK? Il est transmis au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial. C'est tout transmis par Internet. OK. Chaque impôt est imprimé pour le client, puis c'est ça, je vous disais, il y a un sommaire pour chaque client aussi. Ensuite, on prépare une liste de téléphones pour donner des rendez-vous aux gens pour qu'ils viennent les chercher. Ça, c'est un petit peu plus difficile parce que des fois, on est obligé de les mettre 3 puis 4 fois sur les listes avant que les personnes viennent les chercher. Ça, j'aimerais ça que la population fasse un effort de ce côté-là. Un coup que c'est distribué, c'est sûr qu'il y a une liste pour distribuer les impôts, mais c'est des bénévoles qui font des téléphones, hein? Mm-hmm. Puis des fois, c'est 3 puis 4 fois ça. Les gens, des fois, on n'a pas de numéro de téléphone du tout. On est obligé de faire des recherches, soit par Facebook, par Internet, par Canada 411. Les gens, on leur demande au début de l'année de nous fournir un numéro de téléphone valide, parce qu'ils ne sont pas toujours valides. Puis des fois, les boîtes vocales sont pleines. OK. Puis, il faut respecter l'heure du rendez-vous aussi, je présume. Oui. On ne peut pas venir n'importe quand. Non, parce qu'on met des rendez-vous aux 5 minutes, toute une journée de 9 h à 4 h. Donc, si les gens... C'est sûr que comment qu'ils viennent 5 minutes avant, ça se passe très bien, mais s'ils arrivent où ils ne viennent pas du tout, ou ils viennent 3-4 heures plus tard, tu sais, ben ça perturbe un peu, mais ça se passe quand même assez bien pour la distribution. Quand ils viennent chercher leur impôt, oui. Est-ce que celle-ci a été transmise au gouvernement? Déjà okay. Au gouvernement, oui. Ça a été fait auparavant. Oui. Okay. J'ai quelques commentaires aussi pour l'année. On demande aux clients de respecter les bénévoles au téléphone, parce qu'il y en a qui, des fois, sont impatients au téléphone parce qu'on leur pose des questions. C'est sûr qu'il faut les poser, ces questions-là, nous, si on veut faire leur impôt correctement. Je vous donne, par exemple, en février, on a commencé le 13 février à prendre les impôts, mais on les a commencé à les transmettre seulement le 21 février. Donc, en février, on a fait 173 impôts. En mars, on en a fait 682. Fait que c'est sûr que les gens qui arrivent et qui disent « Hey, moi, ça fait 2 semaines que j'ai envoyé mon impôt, puis je l'ai pas reçu encore », mais il ne faut pas s'imaginer que à 16 bénévoles qu'on peut tout faire ça en même temps. Hein. En avril, on en a fait 441. Puis même en mai, j'en ai fait 17 encore, là, tu sais, qui me restait à faire, que je manquais d'informations. Fait que ça fait un total de 1222, là, tu sais... Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail, oui. Puis, je peux continuer? Oui. Puis, en mars et en avril, c'est pour ça. Il ne faut pas s'attendre, là, les gens, je le répète, il ne faut pas qu'ils s'attendent, que des fois, ça peut prendre un mois, mais il nous manque de l'information dans le dossier. Tant qu'on n'a pas toute l'information, on ne peut pas transmettre ça au gouvernement comme ça. Parce que le gouvernement, il va être obligé de faire des corrections. La personne va se poser des questions quand elle va recevoir son impôt. Elle va dire l'impôt n'a pas bien été fait parce qu'il y a des corrections, mais c'est l'information souvent qui nous manque. OK. Oui. On en a parlé de respecter leur rendez-vous. Ça, c'est très primordial. OK? Aussi, je veux vous dire que dans le bac brun, là, donnez donc un bon numéro de téléphone quand vous mettez votre enveloppe. C'est pas dur de le mettre sur l'enveloppe ou dans l'enveloppe. Ça nous sauverait beaucoup de temps. Quand on parle du bac brun, là, faut faire attention. C'est celui qui est disposé ici devant le centre de l'Agnès Desrosiers. Oui, il est cadenassé. Il est après la bâtisse, cadenassé après la bâtisse, puis un cadenas après le bac aussi. OK. C'est pas le bac brun que vous avez à la maison? Non. Un document aussi qu'il manque souvent, c'est le relevé 31. Ça, c'est les gens ont besoin de ça pour faire leur crédit de solidarité, puis c'est très important parce que sinon, ils vont avoir moins de crédit de solidarité. OK. Puis souvent, il y a des propriétaires qui leur donnent en retard ou ils leur donnent pas du tout. Ça, faut que les gens le demandent. C'est leur droit, OK? OK. Et vous disiez tantôt qu'au niveau du revenu, il y a quand même un maximum, là. Oui. C'était 35 000 pour une personne seule. OK. 45 000 pour un couple. OK? Et 2 500 pour chaque personne supplémentaire. Puis un adulte avec un enfant, c'est 45 000 aussi. OK. Puis, s'ils ont plus qu'un enfant, bien, c'est 2 500 supplémentaires. Ça peut aller jusqu'à 50 000, 52 500 s'ils ont des enfants.
Je suppose que les bénévoles qui font les téléphones vont se poser ces questions-là pour s'assurer que la personne est éligible. Oui, parce que nous, quand on reçoit l'enveloppe, la première chose qu'on vérifie, c'est ça. Si les gens, là, une personne seule, elle a 45, 50 000, bien, on lui retourne. Là, parce que si on commence à faire ça, bien, on va se ramasser avec... on va avoir besoin plus de bénévoles encore. Puis, dans le fond, c'est un critère que le gouvernement il met de base, là, un critère d'admissibilité. OK. Est-ce qu'il reste des choses importantes à mentionner? Parce qu'il nous reste oui. Un petit peu plus qu'une minute. Je voulais juste dire que nous, après, là, on envoie un rapport au gouvernement de ça, de ce qu'on a fait. Puis le gouvernement, il nous donne une subvention à l'organisme. Okay. Une subvention fédérale, une subvention provinciale pour chaque impôt qu'on fait. C'est ça qui permet de payer les frais à l'organisme parce que, tu sais, il y a de la papeterie, il y a un photocopieur, il y a l'Internet, il y a un local, tout ça, ça permet ça. Ouais. C'est un service qui va revenir l'an prochain? Oui, il va revenir l'an prochain. Je peux vous l'annoncer. OK. Oui. Et je présume qu'il y aura une publicité qui sera faite au moment où... oui, en janvier, normalement, on fait toujours un communiqué de presse qui va sur le journal, le Courrier Frontenac. Aussi, ici, à la TV communautaire, je viens toujours donner l'information aux gens en janvier. Bon, Mme Duguay, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. On vous remercie infiniment de ces informations. Et puis, on se donne rendez-vous l'an prochain. D'accord. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été à l'écoute d'Appalaches en quelques mots. C'est Nelson Fecteau qui vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.